L'autobus qui ramenait les élèves à la maison après l'école suivait son itinéraire habituel. Mais ce jour-là, quelque chose a mal tourné. Olivia H., 9 ans, toujours ponctuelle, n'est pas apparue à l'arrêt qui se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de chez elle. Quand l'autobus s'est arrêté au bord de la route et que les portes se sont ouvertes, sa place était déjà vide. La vérification policière a révélé qu'Olivia n'avait pas de téléphone portable avec elle et la caméra de surveillance interne de l'autobus, qui aurait pu donner des réponses aux questions qui se posaient, était absente. La première circonstance importante a été captée par le capteur GPS de l'autobus, qui pour des raisons inexpliquées a enregistré un arrêt non planifié d'exactement 12 secondes à environ 700 mètres de l'ancienne ferme abandonnée, Twin Pines. Les enquêteurs arrivés sur ce lieu ont découvert seulement un détail qui se détachait sur le fond du paysage. Un fil rose vif, présumément de vêtements, teinte avec le colorant naturel Kakariki. Le fil a été soigneusement enregistré dans la base de données des preuves. Cependant, le fil ne répondait pas à la question principale. Olivia était-elle ici ou n'est-ce qu'une coïncidence ? Et pourquoi l'autobus s'est-il arrêté précisément ici, dans un endroit si abandonné ? Le premier à tomber sous les soupçons de la police fut le chauffeur d'autobus, J.T. Son statut a été désigné par les autorités d'enquête comme « sous surveillance ». Mais formellement, on ne pouvait rien lui reprocher de concret. Jay travaillait sur l'itinéraire depuis plus de 3 ans, avait une réputation propre, et aucune plainte ou infraction n'avait été enregistrée auparavant. Parallèlement, une autre figure est apparue, vue sur les caméras du magasin local. Une camionnette blanche avec l'inscription « Vet Supply ». Elle se déplaçait approximativement au même moment dans la direction opposée, s'éloignant du lieu du bref arrêt de l'autobus. Le conducteur ou les occupants de la camionnette n'avaient pas encore pu être identifiés. Leur statut pour l'enquête a été désigné comme « dans l'ombre ». La police a rapidement vérifié le tachygraphe de l'autobus pour déterminer si le conducteur était sorti pendant ces étranges 12 secondes. Selon les données officielles du tachygraphe, les portes de l'autobus se sont ouvertes, mais le conducteur n'a pas quitté son siège. Par conséquent, la participation directe du conducteur à la disparition d'Olivia est devenue extrêmement improbable. La situation s'est aggravée drastiquement le 3e jour, quand une forte averse a couvert toute la région. Les pluies ont duré presque une journée et ont complètement détruit toutes les pistes possibles qui auraient tôt pu mener à résoudre la disparition d'Olivia. Tout ce qui aurait pu être une preuve importante, empreintes de chaussures, traces de pneus, même d'éventuelles empreintes digitales sur les objets environnants, a été emporté par l'eau vers la rivière Waipa. Cela a forcé la police à diriger son attention vers la version la plus évidente, mais en même temps la plus tragique des événements. Un accident, spécifiquement la noyade. Une équipe de plongée a commencé à examiner le lit de la rivière sur une section de plusieurs kilomètres en aval, exactement de l'endroit où l'autobus s'était arrêté pendant 12 secondes. Le focus de l'enquête s'est rapidement déplacé de la zone près de l'arrêt d'autobus et de la ferme abandonnée Twin Pines vers la recherche le long de la rivière. C'est là que toutes les ressources et l'attention des enquêteurs ont maintenant été dirigées. L'alibi du chauffeur d'autobus JT, qui semblait incontestable, a soudain perdu de sa stabilité quand des informations de son employeur précédent ont émergé. Dans le dossier personnel de JT, il y avait des mesures disciplinaires qui étaient exactement liées à des arrêts non autorisés dans le passé. Ces faits ont remis en question sa déclaration selon laquelle il n'avait pas quitté son siège de conducteur pendant le mystérieux arrêt de 12 secondes. Une semaine après le début de l'enquête, les opérateurs de l'itinéraire d'autobus ont fourni à la police des registres détaillés du mouvement de l'autobus. Selon l'impression officielle, le véhicule s'est arrêté complètement à 15h42, exactement pendant 12 secondes. La vitesse a été enregistrée comme 0 km/h et les portes se sont ouvertes et fermées pendant cette période avec une précision à la seconde près. Cela a confirmé seulement partiellement les déclarations du conducteur, mais la question principale restait sans réponse. JT aurait-il pu quitter la cabine sans être remarqué ? Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé tous les passagers de l'autobus en essayant de reconstituer l'image la plus précise possible de ces secondes. 2 élèves, de 11 et 12 ans,
ont rapporté indépendamment des détails presque identiques. Tous deux ont affirmé que pendant l'arrêt, ils ont vu à travers la fenêtre comment quelqu'un en rose vif a fait un pas derrière la porte du conducteur de l'autobus. Aucun d'eux n'a pu reconnaître complètement le visage ou la silhouette, mais la coïncidence dans les témoignages a fait réfléchir la police. Le fil rose trouvé au sol était-il directement lié à cette figure ? En enquêtant sur les déclarations contradictoires, la police a décidé de consulter à nouveau le tachygraphe de l'autobus et de l'examiner encore plus en détail. Un expert technique a expliqué: l'appareil enregistrait la vitesse de conduite, l'appui sur les pédales, l'ouverture des portes, mais ne disait absolument rien sur les mouvements du conducteur dans l'espace de la cabine. Cela signifiait que, bien que le tachygraphe confirmait l'immobilité de l'autobus et l'absence de pression sur la pédale d'accélérateur, le conducteur aurait parfaitement pu défaire sa ceinture de sécurité, se lever ou se retourner pendant ces 12 secondes. En fait, le conducteur se trouvait dans l'angle mort des capteurs. Par conséquent, la certitude initiale de son innocence a été à nouveau remplacée par des doutes. L'enquêteur responsable de la partie opérationnelle de l'investigation a décidé de demander un mandat d'arrêt numéro NZTA 2 180610214 pour la surveillance du téléphone portable de JT et la vérification de ses enregistrements pendant les derniers jours avant la disparition d'Olivia. La demande a été approuvée par le tribunal sur la base de l'article concernant le soupçon d'enlèvement d'un mineur. Les criminalistes ont suivi attentivement chaque mot, chaque appel et chaque message texte que le conducteur avait fait ou reçu dans les jours précédant la disparition. Et bien qu'on s'attendait initialement à ce que l'opération d'écoute fournisse de nouvelles pistes, on n'a pu obtenir que des conversations de JT avec sa femme et des appels quotidiens. Aucun contact suspect ou message étrange n'a été découvert. Tout indiquait que le conducteur pourrait à nouveau échapper aux soupçons, mais il restait une vérification clé: la communication radio avec le répartiteur du service d'autobus. À 23h40 le même jour, des spécialistes du département de radiologie ont reçu les premiers résultats de l'analyse des enregistrements des conversations du conducteur avec le service de répartition. Et ces données ont causé encore plus de confusion. Les enregistrements des audiologues ont confirmé sans équivoque que JT, exactement au moment de l'arrêt, quand les portes de l'autobus étaient ouvertes pendant ces mystérieuses 12 secondes, parlait effectivement par radio avec le répartiteur. Les protocoles vocaux ont été vérifiés à nouveau. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Au moment où, selon les déclarations des élèves, une personne en rose a fait un pas derrière la porte de l'autobus, Jay était en contact. Sa voix sonnait sûre et calme, sans signe de tension ou de hâte, comme s'il ne remarquait pas ce qui se passait autour de lui. Cet enregistrement a considérablement renforcé l'alibi de JT et a éloigné les soupçons des enquêteurs de lui. Mais l'enquête devait continuer car la mystérieuse figure en rose n'avait toujours pas été identifiée. Les enquêteurs, qui ont réalisé que la version de l'implication du conducteur était redevenue moins probable, ont décidé de déplacer les accents. Le focus de l'enquête s'est déplacé vers l'entourage d'Olivia, car dans de tels cas, la vérification des parents et amis proches n'était pas seulement obligatoire, mais absolument nécessaire. Tandis que l'attention de la police s'éloignait progressivement de la figure du conducteur d'autobus, elle s'est naturellement tournée vers l'entourage immédiat d'Olivia. La mère de la disparue, Emma H., s'est soudainement retrouvée au centre d'un nouveau tournant de l'enquête après qu'une photo inhabituelle ait été découverte sur son Instagram. Sur l'image, datée de 2017, on voyait un pull unique fait main avec un motif traditionnel Kauaiwai, identique dans la couleur du fil qui avait été trouvé à l'arrêt. Les enquêteurs ont nourri un soupçon. La famille aurait-elle pu intentionnellement exagérer les problèmes financiers pour cacher une possible fuite de la maison par Olivia ? Pour clarifier cette version, la police a demandé et examiné les rapports bancaires de la famille des 3 dernières années. Il s'est avéré que la famille y avait effectivement des difficultés. Les paiements hypothécaires se faisaient de manière irrégulière et des dettes surgissaient presque mensuellement. À première vue, la situation semblait compréhensible. Les problèmes financiers auraient rien pu être la cause d'un conflit familial, mais l'affaire s'est compliquée par les déclarations de l'entourage le plus proche. Au centre du nouvel épisode de l'enquête se trouvait le frère d'Emma H., l'oncle d'Olivia, Simon G.,
Statut: témoin. Il a informé la police de disputes fréquentes et tendues entre Emma et son mari concernant l'éducation et le contrôle d'Olivia. Selon ses mots, l'atmosphère dans la maison était tendue et la petite Olivia de 9 ans était sous stricte surveillance parentale. Cela a fait soupçonner à la police qu'Olivia aurait pu essayer de quitter la maison de manière autonome pour aller vivre chez un des parents. En vérifiant la version d'un possible départ volontaire d'Olivia, les enquêteurs ont interrogé les voisins. Leurs déclarations ont contredit de manière inattendue la version du conflit familial. Tous les interrogés ont confirmé « Le matin de ce jour-là, Olivia semblait joyeuse et ne montrait aucun signe de tension ou d'inquiétude. Personne n'a remarqué quelque chose d'inhabituel, ni dans le comportement d'Olivia elle-même, ni dans ses relations avec sa mère. » Les voisins ont particulièrement souligné qu'Olivia communiquait toujours amicalement avec les gens autour d'elle et était visiblement attachée à sa mère. Ainsi, les enquêteurs se sont trouvés face à des images diamétralement opposées, décrites par les membres de la famille et les voisins. Le conflit à l'intérieur de la maison était-il si profond qu'il a mené à la fuite, ou n'était-ce qu'une exagération des parents? Malgré les déclarations des voisins, la police a décidé de vérifier soigneusement la possibilité qu'Olivia puisse aller de manière autonome chez sa parente qui vit à Huntley, à environ 50 km de sa maison. Les enquêteurs ont vérifié toutes les compagnies d'autobus de la région et ont examiné minutieusement les listes de passagers et les billets vendus pour la période du 7 juin et les 2 jours suivants. Cependant, aucun billet n'a été acheté au nom d'Olivia H. De plus, des conducteurs d'autobus et des employés de stations-service le long de la route ont été interrogés. Personne n'a vu une passagère de 9 ans voyageant sans adulte. Ainsi, la version d'un départ volontaire vers des parents a été officiellement écartée. La situation a définitivement changé lorsque, presque 2 ans après la disparition, les résultats de l'examen médico-légal du fil trouvé à l'endroit de l'arrêt d'autobus sont arrivés. Au laboratoire, il a été confirmé que le fil découvert par les criminologues en juin 2018 avait été teint avec le même pigment végétal kakariki que le pull unique montré sur la vieille photo de l'Instagram d'Emma H. Ainsi, la version d'une coïncidence fortuite et de la présence de vêtements similaires chez quelqu'un d'autre s'est complètement effondrée. Les experts sont arrivés à la conclusion sans équivoque: le fil appartenait exactement au pull qu'Olivia portait auparavant. Maintenant, les enquêteurs devaient la comprendre pourquoi le pull était apparu exactement à cet endroit, près de la vieille ferme abandonnée qui se trouve le long de la route SH39. Ce détail a définitivement mené l'enquête au-delà du cercle familial et a forcé les enquêteurs à retourner directement au lieu de la disparition. La police a de nouveau déplacé son focus vers la route SH39. Exactement cette zone devait maintenant être étudiée avec le plus de détails possible. Des actions de recherche élargies sur toute la longueur de la route s'annonçaient, qui pourraient mener à de nouvelles preuves et témoignages. L'enquête a pris un tournant complètement inattendu grâce à la mise à jour des cartes Google Street View. La société a publié des panoramas frais de la route SH39 et sur une des images à la boîte aux lettres avec le numéro 452 Old Puinui RD, une figure en sweat à capuche rose vif a été capturée. Pour la première fois depuis longtemps, la police avait un espoir sérieux car cette image pourrait être la clé pour résoudre le mystère de la disparition d'Olivia. Les spécialistes ont examiné soigneusement la seule image disponible. Après l'avoir comparée avec les photos de famille précédemment fournies de l'Instagram d'Emma H, les experts du département criminalistique sont arrivés à la conclusion: la taille, la couleur des cheveux et particulièrement le motif unique du pull correspondait complètement à ce que portait la disparue Olivia. Le lieu d'enregistrement se trouvait à 30 km du point de l'arrêt d'autobus original, ce qui confirmait la théorie qu'Olivia avait été déplacée à l'aide d'un transport quelconque. Les enquêteurs ont compris que Google Street View met à jour les images tous les quelques années, ce qui signifie que la photo était relativement nouvelle et pourrait être une véritable percée. Malgré la clarté des concordances, une partie des experts a exprimé des doutes sur l'authenticité de l'image. La question s'est posée. Quelqu'un aurait-il pu falsifier l'image sphérique de Street View pour égarer l'enquête? Après une demande officielle à Google,
L'entreprise a remis à la police les fichiers de journalisation brute du scanner LIDAR qui ont exclu la possibilité de falsification. La date et l'heure de la prise de vue ont été officiellement confirmées. Les spécialistes techniques se sont définitivement convaincus de l'authenticité de l'image et ont éliminé tous les doutes sur le fait que l'image était réelle et n'avait subi aucune manipulation. La nouvelle concernant la photo s'est rapidement répandue parmi les habitants locaux et bientôt un homme âgé s'est adressé au poste de police en affirmant que la femme sur la photo était sa propre petite-fille. Le retraité a souligné la ressemblance des vêtements et a particulièrement insisté sur le pull rose vif, soi-disant tricoté par sa femme. Les enquêteurs étaient obligés de vérifier ses paroles, car à ce moment-là, toute la version sur la localisation d'Olivia aurait pu se terminer. Cependant, la vérification a montré des résultats complètement différents. Les officiers de police ont visité la Hamilton Boys and Girls School, où allait la petite fille de ce retraité. Selon le registre de présence, elle était en classe le jour et à l'heure de la prise de vue, ce que ses professeurs ont également confirmé. La petite fille ne pouvait physiquement pas être ailleurs. Ainsi, la fausse version du retraité a été complètement exclue de la liste des explications possibles. Le même jour, le groupe d'enquête s'est immédiatement rendu aux coordonnées indiquées 452 Old Puhinui RD. En s'approchant de l'ancienne ferme, les policiers ont immédiatement remarqué des signes d'inquiétude. Des aboiements bruyants de plusieurs chiens de garde et des portails haut fermés. En examinant le périmètre à travers la clôture, les officiers ont remarqué une camionnette blanche garée dans le hangar semi-obscur avec l'inscription « Vet Supply ». Exactement un tel véhicule avait été vu près de l'arrêt de bus le jour de la disparition d'Olivia en 2018. Pour ne pas violer les procédures, la police n'est pas entrée immédiatement sur le territoire. Au lieu de cela, les officiers ont demandé un mandat de perquisition pour entrer légalement et vérifier la ferme à la recherche de traces ou de la présence d'Olivia elle-même. La police a été contrainte d'attendre l'autorisation officielle pour la perquisition, consciente que chaque minute d'attente pourrait être décisive. Entre-temps, une unité de police spéciale a déjà commencé à se préparer pour l'assaut du territoire de la ferme. Dans les heures suivantes, le mandat d'arrêt officiel devait être émis, après quoi l'opération finale commencerait. Au petit matin du 1er octobre 2020, après avoir reçu le mandat de perquisition officiel, une unité de police spéciale a commencé l'assaut sur la ferme au 452 Old Puhinui RD. Les officiers sont entrés prudemment sur le territoire, se préparant à d'éventuelles surprises. Dès l'approche, ils ont rencontré une résistance féroce de 4 chiens de garde. Pour surmonter cet obstacle en toute sécurité, les policiers ont dû utiliser des dispositifs de choc électrique, évitant l'usage de force excessive. En arrivant au hangar où se trouvait la camionnette Vet Supply mentionnée, la police a rapidement confirmé sa connexion avec la disparition d'Olivia. L'inspection interne de l'espace a donné une réponse claire. C'était exactement ici qu'Olivia H. avait séjourné ces dernières années. Les enquêteurs ont documenté des circonstances qui ne laissaient aucun doute sur les intentions des propriétaires de la ferme. L'espace était aménagé comme une petite classe pour l'enseignement à distance à domicile et les fenêtres et portes étaient équipées de serrures supplémentaires. L'examen des documents trouvés a permis d'identifier rapidement l'identité des ravisseurs. Il s'agissait d'un couple local de fermiers sans enfants. Joanne M., la principale suspecte, qui a été bientôt arrêtée sur place, et son mari Callum M., qui a également été arrêté plus tard le même jour. Maintenant que toute la chaîne des événements avait été reconstituée, la police pouvait enfin révéler complètement les détails de cette affaire. Le pull, qui a figuré dans toutes les phases clés de l'enquête, s'est avéré être la preuve décisive. Les données du laboratoire ont confirmé que le fil trouvé dans la rue le jour de la disparition correspondait au pull unique fait main qui apparaissait sur la photo Instagram de la mère d'Olivia. C'était exactement ce pull qui était visible sur la photo prise par une voiture Google Street View à la ferme. L'arrêt de 12 secondes du bus, précédemment mystérieux, a également été expliqué. C'était exactement Callum qui est monté inaperçu par les portes arrière du bus et s'est caché de la vue du conducteur grâce aux caractéristiques de construction et à la vision limitée de la cabine.
Le conducteur ne pouvait effectivement pas voir qui montait dans le bus. Ensuite, Callum a fait sortir Olivia inaperçue et l'a rapidement mise dans la camionnette blanche qui était déguisée comme transport pour produits vétérinaires et animaux. C'est exactement cela qui a permis au couple de quitter la scène du crime sans entrave, sans éveiller les soupçons de la police ou des témoins oculaires. La commande ultérieure de matériel d'apprentissage à distance pour enfants de l'âge correspondant dans la période de 2019 à 2020 a confirmé définitivement que les ravisseurs prévoyaient de retenir Olivia pendant longtemps. Ces matériels sont devenus la preuve sans équivoque que sa disparition était intentionnelle et soigneusement planifiée. L'inspection criminalistique effectuée a confirmé les barrières physiques. Une serrure massive au portail et la présence de chiens agressifs étaient un moyen fiable de rétention. Au moment de l'arrestation, Joanne a tenté de résister désespérément. Elle s'est enfermée avec Olivia dans une pièce, a essayé de barricader la porte avec des meubles et a menacé d'utiliser la violence en cas d'assaut. Les policiers ont dû intervenir de manière prudente et opérationnelle, évitant l'usage de la force brute. Après une brève lutte et l'application prudente de moyens spéciaux, Joanne a été neutralisée et arrêtée. Olivia n'a subi aucun dommage physique et a été immédiatement remise à des médecins et des psychologues pour recevoir de l'aide. Callum a été arrêté sans résistance à l'extérieur du territoire de la ferme lorsqu'il revenait d'une propriété voisine. Le couple a été emmené au commissariat pour des interrogatoires supplémentaires et des mesures d'enquête. Le procès, qui a eu lieu le 27 février 2024 au tribunal de district de Hamilton, s'est terminé par un verdict sévère. Joanne M. a été condamnée à 17 ans de privation de liberté et son mari et complice Callum M. a reçu 12 ans de prison. Pendant le procès, le motif de l'enlèvement a été entièrement révélé. Le couple avait tenté sans succès pendant de longues années d'avoir ses propres enfants et a décidé, désespérément, de commettre ce crime. C'est précisément leur tragédie personnelle qui les a menés à un acte si extrême. Cependant, même après la clôture de l'affaire, des détails non résolus sont restés. En particulier, les enquêteurs n'ont pas réussi à établir l'identité de la personne qui a aidé le couple à créer de faux documents pour l'éducation à domicile. Le serveur du fournisseur d'Internet, par lequel la correspondance et l'enregistrement des documents ont eu lieu, a été détruit dans un incendie sous des circonstances non élucidées. Cette partie de l'histoire reste encore sous le sceau du secret. Ainsi s'est officiellement terminée l'affaire sensationnelle et dramatique d'Olivia Hatch, qui a commencé comme une énigme dans la petite ville de Te Awamutu et a pris un tournant inattendu grâce à une image fortuite de Google Street View. Le 12 janvier 2016, exactement à 15h20, Jonas X, 7 ans, disparaît du champ des caméras de surveillance de la forêt. Le garçon rentrait chez lui tous les jours par le même sentier à travers une zone boisée dans une banlieue tranquille. Les caméras situées le long de l'itinéraire enregistraient clairement chacun de ses mouvements jusqu'à un certain moment. La dernière chose enregistrée est la silhouette de Jonas disparaissant derrière la clôture d'une propriété voisine. Après cela, sa trace disparaît complètement, comme dissoute dans l'air. Quelques heures seulement après la disparition, l'enquête obtient son premier indice sérieux. Les caméras des gardes forestiers installées sur un terrain voisin pour surveiller la faune sauvage enregistrent un mouvement inhabituel. À 18h17, un homme d'âge moyen, connu des voisins comme l'ermite Leif, se dirige de la porte arrière de sa cour vers une dépendance, traînant lentement un petit traîneau en bois. Sur celui-ci, un grand sac, d'environ 1 mètre de long et pesant environ 25 kg. Le sac est solidement attaché avec une corde. Ses contours sont flous. Cela pourrait être n'importe quoi, d'une prise de chasse à de vieux vêtements ou outils. Leif s'arrête constamment et regarde attentivement autour de lui, comme s'il craignait d'être remarqué. Le traîneau disparaît lentement dans les portes ouvertes de la grange. Le même soir, les voisins de Leif remarquent autre chose. Un bourdonnement constant de moteur diesel provient de sa dépendance, mêlé à une odeur de fumage et de gazole. Le bourdonnement est assez fort pour couvrir tout autre son venant de la grange. Les voisins sont habitués à ce bruit depuis longtemps. Ces derniers mois,
Leif a souvent dit qu'il fumait du poisson la nuit, expliquant qu'il était occupé dans son jardin pendant la journée. Personne n'accorde donc une attention particulière au bruit. Parallèlement, les interrogatoires des proches commencent dans la maison de Jonas Is. Le beau-père du garçon, Martin S., est le premier suspect. L'enquête découvre rapidement que les relations entre l'homme et le garçon étaient tendues ces dernières semaines. Cela est confirmé par les voisins, qui affirment avoir souvent entendu leurs disputes. Cependant, l'enquête ne dispose pas encore de preuves directes. Le beau-père subit un long interrogatoire de 6 heures, mais ses déclarations sont claires, bien qu'émotionnellement retenues. Martin affirme qu'il était sur son lieu de travail le jour de la disparition de Jonas, ce qui est confirmé par ses collègues. Cependant, la police ne l'exclut pas encore du cercle des suspects, compte tenu de l'atmosphère familiale à la maison. Durant les premières 24 heures, l'enquête tourne principalement autour de la famille. La police étudie en détail toutes les circonstances de la vie du garçon, interroge sa mère et son beau-père. Elle fouille la chambre de Jonas. Tous les détails des derniers jours sont examinés, mais aucune trace suspecte n'est découverte dans la maison. En même temps, un groupe distinct d'experts criminalistiques commence à porter attention à la propriété du voisin Leif, mais ne peut agir activement sans mandat officiel pour le moment. Pendant que l'enquête piétine, l'attention de la presse se concentre sur le conflit familial. Martin S. refuse tout contact avec les journalistes et commence à éviter même les conversations avec les voisins. L'atmosphère autour de la famille de Jonas se tend rapidement. Les soupçons envers Martin semblent évidents et naturels. Il se referme dans l'ombre et évite toute publicité. Les policiers continuent de vérifier activement l'alibi de Martin. Ils interrogent des collègues, vérifiant les enregistrements des caméras de son lieu de travail. Avec le temps, il devient clair que le beau-père était effectivement loin de la maison au moment de la disparition de Jonas. Les collègues confirment sa présence au travail jusqu'à tard dans la soirée. Malgré cela, les enquêteurs ne se précipitent pas pour lever définitivement les soupçons qui pèsent sur lui. Les relations entre le garçon et son beau-père étaient trop tendues pour ignorer les motifs possibles. Néanmoins, il devient évident après un jour que la fixation sur la version familiale aurait pu détourner la police du bon chemin. La fausse piste reste ouverte pour l'instant. Après 2 jours, alors que l'enquête est dans une impasse, un nouveau tournant apparaît. Les employés forestiers trouvent un deuxième enregistrement des mêmes caméras. Les enquêteurs ont maintenant en main une vidéo capable de changer complètement la direction de l'enquête. La version familiale commence à se fissurer et l'attention se concentre sur le mystérieux voisin, son lourd sac et le bourdonnement nocturne du moteur diesel dans la grange. Les enquêteurs, analysant les reçus des magasins, remarquent une étrangeté. Pourquoi Leif, dont la maison est connectée au réseau électrique depuis longtemps, achète-t-il exactement 50 litres de gazole chaque mois? Les reçus collectés pour les 2 dernières années brossent un tableau très clair. Leif achète régulièrement, tous les 30 jours, 50 litres de gazole avec une marge d'erreur ne dépassant pas 2%. Au total, ce sont 24 reçus presque identiques qui alertent la police par leur méthodisme. Pour un ermite rural dont le mode de vie semble aussi simple que possible et ne nécessitant pas de calculs aussi précis, cela suscite un intérêt supplémentaire pour l'enquête. Les enquêteurs demandent encore des explications à Leif lui-même. Il explique calmement que l'achat mensuel de gazole n'est rien de plus qu'une routine pour maintenir en état de fonctionnement un vieux générateur qu'il utilise exclusivement pour alimenter son fumoir. Leif précise que le fumoir ne fonctionne que la nuit, 6 heures chaque nuit. Il affirme que c'est précisément pourquoi une réserve constante de gazole est nécessaire en de telles quantités. À première vue, son explication semble raisonnable et n'éveille pas les soupçons. La version de Leif est immédiatement vérifiée par des experts. Un professionnel spécialisé dans les équipements diesel donne son avis. Les vieux générateurs diesel domestiques, similaires à celui que Leif prétend utiliser, consomment environ 0,28 litres de carburant par kilowattheure. Avec un tel appareil fonctionnant 6 heures par jour, la consommation de carburant serait effectivement d'environ 50 litres par mois. L'expertise confirme les propos de Leif et aux yeux de la police, sa version semble
totalement crédible. Néanmoins, les agents décident de vérifier cela plus minutieusement. On découvre également que Leif n'utilise pas de voiture et effectue tous ses achats de carburant à pied, utilisant le même petit traîneau. Chaque bidon de 20 litres est livré manuellement. Il préfère le traîneau même en été, le tirant sur l'herbe malgré l'inconvénient. Cette cohérence convainc davantage la police de sa méthodicité et de sa pédanterie. Mais aucune implication criminelle n'y est trouvée à première vue. L'enquête détourne temporairement son attention vers d'autres détails. La police décide de reporter la vérification de la version du générateur et du carburant, la considérant comme un hobby étrange, mais explicable d'un ermite âgé. À ce moment, l'enquête ne voit pas de lien entre cela et la disparition de Jonas X. Dans le rapport officiel, cette piste est marquée comme secondaire, peu prometteuse, mais reste ouverte. Cependant, ce détail ne passe pas complètement à l'arrière-plan. Les enquêteurs comprennent qu'une personne dont la vie semble si monotone et calculée pourrait cacher quelque chose de plus derrière son calme apparent. La constance des achats de carburant ne correspond pas à l'image d'un modeste villageois passant la plupart de son temps dans la solitude et le silence. Les enquêteurs décident de poursuivre la surveillance de la propriété et d'enregistrer soigneusement ce qui s'y passe en attendant de nouvelles pistes. Après une nuit de plus, les officiers de police décident de mesurer le niveau de bruit près de la propriété de Leif lorsque le générateur diesel fonctionne. Une mesure précise du son est effectuée à la limite de la propriété. Les données obtenues sont étranges, 48-50 décibels. Cela correspond à un bruit comparable à celui d'un climatiseur domestique ou d'un bureau silencieux, mais clairement supérieur à la norme pour un générateur domestique ordinaire utilisé dans un fumoir domestique. Ces données amènent pour la première fois la police à se demander si Leif ne cache pas quelque chose de plus que simplement une passion nocturne pour le fumage. L'enquête change à nouveau de tonalité, déplaçant lentement et prudemment son attention vers l'entourage. Si le son est vraiment si distinct, il doit y avoir des témoins. Et ces témoins pourront confirmer ou infirmer les propos de Leif. Sur fond de recherches actives de Jonas, une nouvelle étrangeté apparaît. Pourquoi son beau-père, Martin S., évite-t-il ostensiblement les rencontres avec la presse et ne participe-t-il pas aux recherches organisées par les bénévoles? L'enquête décide de revérifier les détails de l'alibi de Martin le jour de la disparition de Jonas. L'usine métallurgique où travaille le beau-père fournit un relevé détaillé du système de contrôle d'accès. Selon ces données, Martin S. est arrivé pour son service à 13h47 et n'a quitté le territoire de l'usine qu'à 22h16, plusieurs heures après la disparition de Jonas. Tout semble correspondre à ses déclarations initiales, mais une divergence sérieuse apparaît dans les informations fournies. Les enquêteurs trouvent un SMS envoyé par Martin à son épouse, la mère de Jonas. Le texte est envoyé exactement à 15h20 et dit « Je rentrerai plus tard ». À première vue, le message semble inoffensif, mais il soulève des questions pour la police. Pourquoi Martin envoie-t-il un tel message alors qu'il est sur son lieu de travail et, selon ses propres dires, ne prévoit pas de quitter l'usine avant la fin de son service? L'équipe d'enquête visite à nouveau l'usine pour interroger les collègues de Martin. L'un des ouvriers de l'atelier confirme qu'il a vu Martin à son poste vers 15h30. Les déclarations de l'employé sont claires et assurées. Oui, il était à son poste. Il ne s'est pas éloigné. Les propos du collègue dissipent initialement les doutes de l'enquête. Mais l'étrangeté du SMS oblige les détectives à approfondir l'étude de la routine de travail de l'atelier. Lors d'un interrogatoire supplémentaire, il apparaît que l'employé qui a témoigné sur Martin se trouvait dans une autre partie de l'atelier et ne l'a vu que furtivement, de loin. Les enquêteurs se demandent s'il aurait pu se tromper ou voir la mauvaise personne. Cela amène à nouveau la police à douter de la fiabilité de l'alibi de Martin. Les agents commencent à vérifier le chronométrage détaillé de la journée de travail, les pauses techniques, l'heure du déjeuner, toutes les possibilités d'absence temporaire sont soigneusement revérifiées. L'analyse révèle une période pendant laquelle Martin n'était pas dans le champ de vision de ses collègues, environ 18 minutes à partir du moment de l'envoi du SMS. Ces 18 minutes deviennent cruciales pour comprendre son rôle. La théorie de l'enquête est la suivante.
Martin aurait pu quitter discrètement son poste de travail, utiliser une sortie de service et rentrer brièvement chez lui. La distance entre l'usine métallurgique d'Hollen et la maison où vit la famille de Jonas est d'environ 48 km par route hivernale. Les enquêteurs supposent que le beau-père aurait pu tenter de parcourir rapidement cette distance, ce qui lui aurait permis de se trouver près de la propriété de Leif à peu près au moment où le garçon a disparu du champ des caméras. Cependant, la théorie de l'enquête se heurte à des difficultés objectives. Pour vérifier la plausibilité de cette version, une mesure réelle du temps nécessaire pour voyager entre l'usine et la maison est effectuée. L'équipe d'enquête effectue un trajet expérimental sur l'itinéraire entre l'usine métallurgique et le lieu de disparition de Jonas. Les conditions météorologiques, le type de route, l'état de la surface et la vitesse autorisée en hiver sont prises en compte. Finalement, le temps minimum enregistré pour le trajet est de 40 minutes dans un sens. Cela signifie que, théoriquement, Martin n'aurait en aucun cas pu effectuer un aller-retour dans les 18 minutes d'absence enregistrées sur son lieu de travail. L'enquête ne se précipite pas pour fermer complètement cette version. Au lieu de cela, les détectives décident de revérifier l'itinéraire et de trouver des moyens alternatifs de réduire le temps de trajet. Jusque-là, les soupçons concernant le beau-père continuent de planer, bien qu'ils perdent de leur crédibilité avec chaque nouveau fait. Sur fond d'enquête déjà en cours, une nouvelle étrangeté apparaît. La clinique vétérinaire locale confirme par document que Leif achetait régulièrement des antibiotiques, habituellement prescrits aux lapins, mais clairement dans un dosage pour enfants. Les policiers examinent attentivement le registre des prescriptions vétérinaires et des ventes de médicaments pour les 6 derniers mois. Au cours de cette vérification, un élément important est découvert. La dénomination sur les étiquettes des flacons délivrés à Leif a été corrigée manuellement. Extérieurement, tout ressemble à un médicament vétérinaire typique pour les lapins. Mais l'expertise du marquage interne du flacon révèle une information complètement différente. SUESP PO 200 micra 5 mol. Le dosage, comme le note l'expert pharmacien, est absolument identique à un antibiotique standard pour enfants, utilisé pour traiter les maladies infectieuses chez les humains, et non chez les animaux. L'enquête décide d'interroger minutieusement le vétérinaire et Leif lui-même à ce sujet. Lors du premier entretien, Leif reste confiant et explique calmement qu'il achetait les médicaments exclusivement pour ses lapins. Il affirme que les animaux souffraient de coccidiose, une maladie répandue dans l'élevage domestique de lapins. Leif ajoute qu'il ne voyait rien d'étrange dans le marquage modifié et ne prêtait pas attention au dosage, faisant confiance aux recommandations du vétérinaire. Le vétérinaire confirme que la coccidiose est effectivement une maladie répandue chez les lapins domestiques. Cependant, il note également que l'antibiotique utilisé dans ce cas est quelque peu inhabituel et que le dosage correspond exactement aux valeurs thérapeutiques moyennes recommandées pour les humains, à savoir environ 40 ml de suspension par jour. Le médecin souligne qu'il n'a personnellement jamais délivré un tel médicament à Leif et se souvient à peine du fait de la vente de ce médicament précis, malgré l'existence d'une entrée dans le registre. Dans une tentative de trouver une explication raisonnable, la police formule temporairement la théorie selon laquelle Leif aurait pu utiliser ce médicament pour se soigner lui-même. Il pourrait souffrir d'une maladie cachée, par exemple une érosion de l'estomac, et être gêné de consulter un médecin ordinaire en raison de particularités de caractère ou de peur de la publicité. Cette théorie semble logique et explique les fréquentes visites à la clinique vétérinaire, le secret de Leif et sa réticence à demander de l'aide à la médecine officielle. Cependant, les agents n'excluent pas d'autres explications pour le moment. Les enquêteurs continuent d'examiner toutes les nuances de la documentation de la clinique vétérinaire et l'historique des achats de médicaments. L'attention de la police est attirée par les nuances de la tenue du registre des prescriptions, ce qui ouvre un nouveau tournant inattendu. Un expert en graphologie, appelé pour analyser le registre des ventes de médicaments, communique un fait important à l'enquête. Après un examen attentif, il devient clair que l'écriture de l'entrée concernant l'achat d'antibiotiques au nom de Leif diffère des autres entrées du registre faites
de la main du vétérinaire. Selon la conclusion de l'expert, cette entrée a été ajoutée bien après les entrées initiales, ce qui en fait un faux évident et remet en question la version officielle de la clinique. À ce stade de l'enquête, la police ne peut pas encore déterminer qui exactement a ajouté l'entrée et à quel moment cela s'est produit. La fausse entrée indique que quelqu'un dans la clinique a délibérément tenté d'induire l'enquête en erreur, se protégeant lui-même ou Leif. Le vétérinaire, au contraire, insiste sur la transparence totale de son travail et est sincèrement surpris par ce fait. Les enquêteurs ont l'intention de découvrir d'urgence qui pourrait être intéressé par une telle falsification. 3 mois après la disparition de Jonas, un témoin inattendu apparaît dans l'enquête. Un voisin chasseur, vivant en face de chez Leif, affirme que la nuit, malgré le bourdonnement du générateur diesel, il entend une toux sèche étouffée, clairement d'origine humaine. La police réagit rapidement et minutieusement à cette déclaration. Le voisin chasseur décrit en détail ce qu'il a pu entendre pendant plusieurs nuits consécutives. Selon lui, à travers le bruit monotone du générateur en fonctionnement, on perçoit périodiquement une toux sèche. Pas forte, mais clairement discernable. Le chasseur, bien familiarisé avec le monde animal local, a immédiatement noté que le timbre de la toux ne ressemble à aucun animal qu'il connaît. Il n'a aucun doute qu'il s'agit bien d'un son humain. Pour vérifier les propos du témoin, l'enquête fait appel à un audiologue indépendant. Un enregistrement audio du bruit est réalisé et une expertise spectrale détaillée est menée. Le résultat est sans équivoque. Le spectre de fréquence du son correspond parfaitement aux caractéristiques d'une toux humaine dans la tranche d'âge de 6 à 8 ans. La fréquence maximale de la toux sur l'enregistrement oscille entre 600 et 800 Hz, ce qui correspond parfaitement aux paramètres typiques d'une personne en âge d'école primaire. Face à ces faits, la police mène prudemment un entretien avec Leif lui-même, qui reste confiant et explique très calmement que ces sons pourraient provenir d'animaux sur sa propriété. Par exemple, un furet ou un chat. Les policiers supposent que de tels sons sont effectivement possibles en cas de maladie chez les animaux domestiques. Cependant, le voisin chasseur rejette catégoriquement la version des animaux. Il affirme avec confiance à la police qu'il connaît bien les sons naturels des animaux et oiseaux locaux et que ce son n'appartient ni à un furet, ni à un chat, ni à aucun autre animal. Le chasseur a même fourni à la police un enregistrement du son fait sur son téléphone portable pour confirmer ses dires. Les experts comparent également l'enregistrement audio de la toux avec des enregistrements d'animaux disponibles dans une base de données spéciale. À l'issue de cette comparaison, la correspondance avec les échantillons connus est exclue. Néanmoins, l'enquête ne peut pas encore passer à des accusations directes, et pour le rapport officiel, elle choisit une formulation neutre. La toux pourrait provenir des lapins malades de Leif. La version des lapins malades est officiellement enregistrée par l'enquête comme hypothèse de travail, mais les enquêteurs comprennent sa faiblesse et son formalisme. L'évidence de la nature humaine de la toux les pousse à continuer à chercher d'autres explications plus réalistes. Cependant, ils ont maintenant besoin de temps pour établir la source du son et comprendre qui exactement pourrait se trouver dans la grange. Parallèlement, une vérification répétée de l'alibi du beau-père de Jonas, Martin S., qui avait été ouverte précédemment, est en cours. Cette fois, des experts utilisant le système GPS par satellite des équipements spéciaux sur le territoire de l'usine métallurgique sont impliqués dans la vérification. La vérification du journal GPS des équipements spéciaux utilisés par l'usine le jour de la disparition de Jonas confirme définitivement que Martin S. n'a pas quitté l'usine une seule minute. Les données des traceurs satellites montrent que toutes les sorties et entrées des équipements spéciaux ainsi que des employés étaient strictement contrôlées par des portes gardées. L'expertise de ces données ne donne pas la moindre chance que Martin ait pu quitter l'usine inaperçu et effectuer un voyage vers le lieu de disparition de Jonas. Sur la base de ces données irréfutables, la théorie de l'enquête concernant l'implication possible de Martin S. est officiellement close. Le beau-père de Jonas est complètement exclu du cercle des suspects. La police est contrainte de porter toute son attention sur la propriété de Leif et les étranges sons nocturnes qui pourraient cacher la clé de toute cette histoire. 5 mois après la disparition de Jonas,
sa mère reçoit une étrange lettre sans signature ni adresse de retour. À l'intérieur, un dessin d'enfant au crayon, représentant une petite pièce avec une grille et un plafond bas, ressemblant à une pièce souterraine. La police saisit immédiatement la lettre pour une expertise détaillée. Les premiers résultats surprennent les enquêteurs. Le papier est inhabituel et assez rare. Il s'agit d'un produit de la société Hollen Stationery, un petit fabricant local dont les produits se trouvent rarement en dehors du district. De plus, de minuscules fibres de lin sont découvertes sur les plis du papier. L'expertise médico-légale établit que les fibres de lin sont complètement identiques aux fibres du sac que la caméra forestière a enregistré dans les premières heures après la disparition de Jonas. Les enquêteurs envoient l'enveloppe et la lettre pour une expertise dactyloscopique. Des empreintes digitales claires sont découvertes sur la surface du papier et de l'enveloppe, mais elles ne correspondent à aucune de celles connues de la police. La vérification dans la base de données d'empreintes ne donne aucun résultat. La trace appartient à une personne inconnue qui n'est pas encore tombée dans le champ d'action des forces de l'ordre. Un expert graphologue est impliqué dans l'enquête pour tenter de déterminer l'âge de l'auteur du dessin. Le spécialiste affirme avec confiance: le dessin a été réalisé par une main caractéristique d'un âge d'environ 7-8 ans. Cette version est confirmée par des traits spécifiques, des erreurs de proportion et de perspective, typiques de cet âge précis. Cependant, la mère de Jonas, après avoir examiné attentivement l'image, exprime de sérieux doutes. Elle affirme que son fils n'a jamais su dessiner la perspective, et le dessin lui semble trop complexe pour ses capacités. Selon elle, Jonas a toujours dessiné à plat, sans aucune profondeur ou volume, ce qui l'a fait douter de la paternité. L'enquête vérifie la version avec la possible participation de quelqu'un des connaissances de Jonas, par exemple, des camarades de classe. Une attention particulière est portée à un camarade de classe du garçon, connu à l'école pour ses farces fréquentes et ses blagues inhabituelles. La police interroge officiellement la famille de ce camarade de classe et vérifie sa localisation dans les jours précédant l'envoi de la lettre. La vérification montre rapidement que le camarade de classe ne pouvait en aucun cas être impliqué dans l'envoi de la lettre. Au moment de l'envoi de l'enveloppe anonyme, il se trouvait en Suède avec ses parents pour des vacances, ce qui est confirmé par les billets, les tampons sur le passeport et les témoignages de témoins. Ainsi, la version du farceur scolaire est officiellement reconnue comme insoutenable, mais l'enquête n'est pas encore prête à la clore complètement. La version reste ouverte, bien que peu probable. Les enquêteurs reviennent à la lettre et tentent de trouver d'autres explications aux étranges coïncidences avec l'affaire. Une expertise ADN est impliquée pour vérifier l'implication possible de Leif, le principal suspect dans l'affaire Jonas. Après une expertise ADN approfondie, une autre surprise apparaît. Il n'y a aucune trace d'ADN de Leif ou d'autres suspects connus de la police sur l'enveloppe et le dessin. Les experts tirent une conclusion sans équivoque. La lettre a été transmise à la mère de Jonas par une tierce personne, inconnue de la police. En même temps, des traces d'un adulte sont découvertes sur l'enveloppe, ce qui exclut la version selon laquelle l'expéditeur pourrait être un enfant. Maintenant, les enquêteurs sont confrontés à une nouvelle tâche sérieuse: établir qui et pourquoi aurait pu transmettre cette lettre, confirmant indirectement les terribles conjectures sur le sort de Jonas, et pourquoi l'expéditeur reste complètement anonyme. La police admet également que Leif aurait pu avoir un complice, une personne qui a décidé de prévenir ou d'orienter l'enquête dans la bonne direction de cette manière, évitant un contact direct et une possible poursuite. L'enquête est à nouveau forcée d'élargir le cercle des suspects, comprenant que l'affaire va bien au-delà d'un simple enlèvement par une seule personne. Maintenant, l'enquête se fixe pour tâche de comprendre qui et pourquoi a envoyé un message si inhabituel à la mère. Plus de 6 ans se sont écoulés depuis la disparition de Jonas, et l'affaire est pratiquement au point mort. Mais la crue printanière change de façon inattendue la situation. Le père de Jonas, effectuant des travaux habituels de nettoyage d'un vieux tuyau de drainage, ressent un air inhabituellement chaud provenant d'une fente sous les fondations d'une grange abandonnée sur la propriété de Leif. Immédiatement après cela, le père signale cette observation étrange à la police.
L'équipe d'enquête, qui a déjà une longue histoire d'observation sans résultat de la propriété, effectue rapidement une inspection à l'aide d'une caméra thermique. Avec une température extérieure d'environ +3 degrés, la caméra thermique montre une tache de température stable sous le plancher de la grange. La température sur l'écran de l'appareil reste stable à +18 degrés Celsius, ce qui ne correspond absolument pas aux conditions normales d'un sol ordinaire ou d'une structure non chauffée. La police appelle immédiatement Leif sur place et lui demande d'expliquer l'étrange chaleur sous sa grange. Il ne perd pas son sang-froid et explique à nouveau avec assurance « Ce serait son fumoir, chauffant régulièrement le sol d'argile de la grange jusqu'à une telle température. » Cependant, un spécialiste indépendant en thermophysique rejette catégoriquement cette explication. Selon lui, même un fonctionnement intensif d'un fumoir domestique n'est pas capable de maintenir de façon stable et uniforme une telle température dans un sol gelé pendant l'hiver. Lorsque la police présente à Leif les résultats de l'imagerie thermique, il tente d'expliquer cela comme une erreur de l'appareil. Leif insiste avec confiance sur le fait que le sol humide printanier réfléchit les rayons infrarouges, créant de fausses taches thermiques. Cependant, le technicien qui a travaillé avec la caméra thermique exclut catégoriquement une telle possibilité. Il explique que l'appareil est calibré et vérifié, et les résultats des mesures indiquent sans équivoque la présence d'un chauffage artificiel de l'espace sous le plancher. Les enquêteurs comprennent finalement que la version de Leif sur l'utilisation domestique du générateur pour le fumage cesse d'être plausible. La vérification suivante des rapports d'achat de carburant à la station-service locale, ainsi que les données du compteur électrique de la maison de Leif pour les derniers mois, montrent un écart critique avec ces paroles. Selon les données officielles de la station-service, les achats réguliers de 50 litres de gazole se sont poursuivis jusqu'à récemment. Et la consommation d'électricité nocturne dans la maison de Leif était minimale. En fait, la maison ne consommait pas d'énergie électrique pendant les heures de nuit, ce qui confirme. Le générateur ne fonctionnait pas du tout pour des besoins domestiques, mais alimentait un équipement caché sous terre. La fausse version du générateur hobby de Leif est officiellement fermée. L'enquête comprend que le générateur, l'odeur de gazole et le bruit nocturne constant provenant de la grange n'étaient qu'une couverture pour quelque chose de plus sérieux et caché. Maintenant, toutes les explications précédentes de Leif perdent définitivement leur poids et sa propriété devient l'objet principal de l'enquête criminelle, passant au statut d'objet critique. Cependant, les surprises ne s'arrêtent pas là. Le jour de l'inspection, la police installe des sismomètres près de la propriété de Leif pour une vérification supplémentaire. Les appareils enregistrent non seulement le bruit du générateur, mais aussi d'autres sons, plus étranges et clairement structurés. Les sismomètres installés au bord de la propriété enregistrent une série de triples coups répétitifs provenant de sous la terre. Ces coups ont une structure évidente, rappelant le code Morse, et se répètent exactement 5 séries. Les experts identifiant le signal comme un message distinct, qui peut être déchiffré comme un signal de détresse. Les policiers relient rapidement ce fait aux témoignages antérieurs sur une toux d'enfant entendue précédemment par les voisins. Maintenant, la famille de Jonas, les enquêteurs et même les procureurs sont convaincus de la nécessité d'une pénétration officielle immédiate sur le territoire de Leif. Sur la base de toutes les preuves recueillies, des anomalies thermiques inexplicables aux sons clairement humains provenant de sous terre, la famille de Jonas et le parquet obtiennent un mandat judiciaire urgent pour une perquisition complète de la propriété. L'enquête obtient enfin la possibilité juridique d'ouvrir ce mystérieux espace souterrain dont l'existence est maintenant confirmée non seulement par les témoignages de témoins, mais aussi par des moyens techniques objectifs. 6 ans après la disparition de Jonas, la police ouvre une trappe dans le plancher de la grange sur la propriété de Leif. En dessous, ils découvrent un bunker profond dans lequel Jonas est retrouvé vivant, mais extrêmement émacié. Son sauvetage devient l'événement clé de l'enquête. La police enregistre l'endroit où Jonas a été détenu tout ce temps. La pièce souterraine est soigneusement conçue. Les dimensions de la pièce sont exactement de 3 sur 4 mètres. La profondeur, 2,4 mètres.
Les murs sont recouverts de panneaux de polystyrène qui étouffent les sons extérieurs et empêchent les bruits de sortir. Dans un compartiment séparé du bunker, un générateur diesel est découvert, placé sous une hotte d'isolation phonique spéciale. Un minuteur automatique est installé sur le générateur. L'appareil fonctionnait strictement de 22h00 à 04h00 chaque nuit. Cela correspond parfaitement aux données sur les achats réguliers de carburant. Avec un tel horaire, la consommation de gazole était d'environ 50 litres par mois. L'état de Jonas est grave, mais stable. Les médecins constatent un état d'émaciation extrême et une désorientation psychologique, mais sa vie n'est plus menacée. Jonas est placé sous surveillance médicale et psychologique 24 heures sur 24, et Leif est immédiatement arrêté. Les premiers témoignages de Jonas permettent à la police de reconstituer certains détails de sa détention. Il dit que les sons du générateur commençaient strictement la nuit et duraient longtemps, et vers midi, c'était le silence complet. À la question de savoir comment il parvenait à s'orienter dans un espace confiné, les médecins expliquent qu'après un long séjour dans de telles conditions, son ouïe s'est adaptée et il a appris à distinguer les moindres vibrations des murs et du sol, ce qui lui permettait de déterminer l'heure de la journée et l'approche de quelqu'un vers le bunker. Parallèlement, l'origine des antibiotiques que Leif achetait auparavant dans la clinique vétérinaire sous couvert de médicaments pour lapins est clarifiée. Les médecins confirment que les médicaments étaient utilisés pour Jonas, qui, en raison de l'humidité et du manque de lumière solaire, développait régulièrement des infections des voies respiratoires. Ainsi, la fausse piste de l'automédication de Leif est définitivement retirée de l'agenda et officiellement fermée par la police comme insoutenable. De plus, les enquêteurs reviennent à la lettre avec le dessin reçu précédemment, qui avait soulevé de nombreuses questions. Jonas confirme que vers l'automne 2021, il a effectivement dessiné la pièce dans laquelle il était détenu et a tenté de transmettre ce dessin à l'extérieur en le jetant dans une ouverture de ventilation. L'expertise de la lettre n'avait pas découvert de traces d'ADN de Jonas auparavant, ce qui pousse les enquêteurs à rejeter définitivement la version du camarade de classe farceur, initialement soupçonné. Cette piste est maintenant également officiellement fermée. Cependant, une nouvelle circonstance apparaît. Quelqu'un d'adulte a ramassé la lettre de Jonas, l'a mise dans une enveloppe et l'a transmise à la famille. L'identité de cette personne est inconnue. Les enquêteurs supposent que Leif pourrait avoir un complice inconnu jusqu'alors, l'aidant et peut-être tentant secrètement d'avertir ou d'orienter l'enquête. Un interrogatoire supplémentaire de Jonas apporte un autre fait important. Il mentionne un deuxième oncle qui, au début de sa détention, aidait Leif à construire le bunker. Jonas se souvient clairement d'un homme corpulent avec un outil spécial qui, d'après la description, correspond à une découpeuse à béton. L'équipe d'enquête procède immédiatement à une nouvelle inspection minutieuse de toute la propriété et de la maison de Leif, mais un tel outil n'a pas été trouvé. Les enquêteurs demandent des informations sur les achats de matériaux de construction ces dernières années. Les données confirment l'acquisition de 12 tonnes de ciment entre 2014 et 2016. La longueur officiellement mesurée du tunnel souterrain est de 17 mètres, ce qui correspond parfaitement au volume et au délai d'achat des matériaux de construction. La police est convaincue qu'un tel volume de travaux n'aurait pas pu être réalisé par Leif seul. L'apparition d'une deuxième personne dans cette histoire devient la nouvelle énigme principale de l'enquête. Maintenant, les enquêteurs doivent travailler à établir l'identité du deuxième complice, jusqu'alors non identifié, mentionné par Jonas Sauvé. Le focus de l'enquête se déplace complètement vers la recherche de preuves supplémentaires susceptibles de conduire la police sur la piste de cette personne, ainsi que vers la clarification du motif réel de l'enlèvement. Presque 2 ans après que la police a découvert Jonas X, dans une pièce souterraine secrète sous la grange de Leif, le jour du prononcé du verdict est arrivé. La salle d'audience du tribunal de district de Trondheim était comble. Journalistes, villageois, enquêteurs et parents de Jonas attendaient la décision sur une affaire qui avait troublé toute la Norvège ces 8 dernières années. Le juge a énoncé clairement et calmement les conclusions de l'enquête, expliquant en détail comment exactement Leif s'était préparé à l'enlèvement de Jonas. Il avait construit la pièce souterraine à l'avance, planifiant soigneusement tout pour ne pas éveiller les soupçons des voisins et de la police. Pendant 8 ans,
Il a masqué le bruit constant du générateur diesel en fonctionnement, imitant le fumage nocturne de poissons. Cela lui permettait d'acheter exactement 50 litres de gazole chaque mois, ce qui correspondait parfaitement au régime nocturne de fonctionnement du générateur de 10 heures du soir à 4 heures du matin. La police a reconstitué chaque étape de Leif. Les fausses prescriptions d'antibiotiques de la clinique vétérinaire sont devenues de la preuve finale que les médicaments étaient destinés précisément à Jonas. Les experts graphologues ont déclaré sans aucun doute que les entrées dans le registre de la clinique avaient été falsifiées rétroactivement. Leif a longtemps essayé de convaincre l'enquête qu'il achetait des antibiotiques pour son usage personnel, mais les expertises ont complètement exclu cette version. Le juge a particulièrement noté l'importance des fibres de lin trouvées sur le dessin anonyme envoyé à la famille de Jonas. Les experts ont confirmé que ces fibres étaient absolument identiques à celles du sac en lin enregistré par la caméra forestière le jour même de la disparition de Jonas. Une autre preuve importante était une carte SD avec des enregistrements vidéo de l'intérieur du bunker. Les images de la vie quotidienne de Jonas en captivité ont choqué l'enquête et sont devenues une preuve irréfutable de la culpabilité de Leif. De plus, l'enquête a vérifié les registres d'achat de ciment pour 2014-2016. Il a été prouvé que Leif avait personnellement acheté plus de 12 tonnes de matériaux de construction, ce qui correspondait exactement aux dimensions du tunnel et de la pièce souterraine découvert sous sa grange. Les experts ont confirmé que ces travaux n'auraient pas pu être réalisés sans l'implication d'une deuxième personne, mais son identité n'a pas pu être établie. Alors que le juge commençait à lire la partie finale du verdict, Leif est soudainement tombé au sol et a commencé à se plaindre de douleurs à la poitrine. Les huissiers et les médecins ont immédiatement réagi à l'incident. Cependant, en quelques minutes, l'examen médical a révélé qu'il n'y avait aucun signe d'une réelle crise chez l'accusé. Le procès a rapidement repris et Leif a été contraint de retourner à la place de l'accusé. Finalement, le tribunal a reconnu Leif coupable d'enlèvement et de privation illégale de liberté de Jonas 10. Le juge, sans exprimer d'émotion, a annoncé la sentence, 19 ans de prison. Immédiatement après l'annonce de la décision, Leif a été emmené de la salle d'audience sous escorte. Officiellement, l'enquête a fermé toutes les versions précédemment avancées. La fausse piste sur l'implication du beau-père de Jonas, Martin, avait été rejetée dès le début de l'enquête. La version du farceur scolaire qui aurait prétendument envoyé le dessin à la famille a également été définitivement écartée, ainsi que la version de l'automédication de Leif avec des médicaments de la clinique vétérinaire. Les enquêteurs ont officiellement reconnu que toutes ces versions étaient erronées et ne correspondaient pas à la réalité. Cependant, malgré les preuves méticuleusement collectées, certains détails sont restés non élucidés. L'identité du deuxième participant à la construction du bunker, mentionné par Jonas lui-même, n'a pas été établie. De même, on n'a pas réussi à découvrir qui exactement a envoyé le dessin à la famille, bien qu'il soit clair que cette personne était au courant des détails de l'affaire. Le juge a noté que l'absence de ces réponses n'affectait pas les conclusions principales de l'affaire et le verdict. Après l'audience, la famille de Jonas a fait une déclaration dans laquelle elle a remercié les enquêteurs pour leurs années de travail. Jonas, qui s'était alors presque complètement rétabli, continuait à être suivi par des psychologues, mais menait dans l'ensemble une vie normale. Les enquêteurs, à leur tour, ont souligné que l'enquête avait été l'une des plus complexes de ces dernières décennies et n'avait abouti que grâce aux technologies les plus récentes, au travail méticuleux des criminologues et à la participation active des habitants locaux. Le jour du prononcé du verdict, tous les documents de l'affaire ont été officiellement transférés aux archives de la police. L'enquête, qui avait duré 8 ans, était définitivement close.